Bonjour à tous, c'est le rendez-vous de Club Hebdo. Nous recevons ce midi la secrétaire générale du syndicat UTG-CTG, Patricia Simonard. Bonjour Madame Simonard. Bonjour Monsieur Merlin. Pour vous interroger sur le plateau de Club Hebdo, mes collègues Bernard Dordogne de France Guyane. Bonjour Bernard. Bonjour Thierry, bonjour Madame. Et Laurent Marot de la rédaction de Guyane Première. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Madame Simonard, on vous connaît en tant que syndicaliste, mais vous êtes, il faut le rappeler, conseillère en économie sociale et familiale à la collectivité territoriale de Guyane. Concrètement, cela veut dire quoi ? Alors, je suis ce qu'on appelle en langage familier un travailleur social. Donc, je suis assistante socio-éducative. Et cette profession-là, en fait, s'occupe de personnes en difficulté. Donc, les accompagner et les rendre autonomes, au fait, pour notre disparition aux côtés de cette personne-là. Je suppose que vous avez beaucoup de travail en Guyane. Bien entendu. Avec la situation de la société, on ne peut qu'avoir du travail dans ce domaine. Alors, vous êtes surtout à la tête de l'UTG-CGT depuis CTG, voilà, depuis juin 2016. On se souvient que vous avez mené un mouvement de grève l'année dernière. Vous dénonciez à l'époque des dysfonctionnements au sein de la collectivité. Quelles sont au jour d'aujourd'hui vos relations avec le président Rodolphe Alexandre ? L'UTG est toujours dans une position de dialogue social constructif. Pas seulement de la dénonciation, mais bien entendu être là à la demande de réunions, de travail. Qu'entendez-vous par dénonciation ? Non, ce que je veux dire, qu'on n'est pas là uniquement pour contester, mais on est là vraiment pour essayer d'améliorer, en tout cas, les conditions de travail, le service public qui est rendu à nos concitoyens guyanais. On vous reproche beaucoup de contester au lieu de faire avancer dans le dialogue. Non, pour être dans un dialogue, il faut être deux. Donc l'UTG est là. Donc nous demandons sans cesse au président. Deuxième alors. Voilà, nous demandons sans cesse à l'exécutif d'être là. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous montons particulièrement au créneau pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et travailler et vraiment dialoguer. Puisqu'on ne peut pas dialoguer quand nous sommes seuls. Est-ce que suite à la grève, c'était septembre 2016, c'est ça ? Bien ça. Une grève qui avait été assez longue. Même assez dur. Est-ce que le protocole d'accord a été globalement appliqué ou est-ce qu'il y a des retards ? Où est-ce qu'on en est ? Alors, pas entièrement, en tout cas. Il y a des points, en tout cas, qui restent toujours. Les moyens humains, les moyens matériels, la communication en interne, en tout cas, l'accès à tous les agents. Donc, pas cette semaine, en tout cas, en début de semaine, nos collègues du caïd de Marie Passoula, ils ont été cambriolés. Tout ça, en tout cas, par manque d'organisation même et d'effectifs au Maroni. Mais c'est aussi la responsabilité de ce personnel. Un cambriolage, c'est pas le président de la CTG qui a entraîné un cambriolage. Il faut que les gens s'organisent. C'est le personnel qui doit s'organiser avant tout. Je ne dis pas que le cambriolage est du fait du président de la CTG. Nous, ce qu'on dénonce en tout cas, c'est le manque de moyens. Donc, nous savons depuis la grève de septembre qu'il y avait un manque de moyens. Donc, les locaux même du service technique est complètement dégradé. Donc, nous demandons en tout cas l'amélioration de ces locaux-là. On ne dit pas que c'est le président qui a cambriolé, mais on dit qu'il faut mettre les moyens pour qu'on ne soit pas cambriolé, tout simplement. Alors, s'il y a un sujet qui vous concerne, c'est bien la prise en charge de l'enfance en danger. À l'occasion de la journée des droits de l'enfant le 20 novembre dernier, nous nous sommes penchés sur la protection de l'enfance en Guyane. Et pour votre syndicat, apparemment, il y a urgence. Faisons le point avec vous, Laurent Marot. En 2015, un rapport de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance évoquait le contexte explosif et l'impasse de la politique pilotée sur ce plan par le Conseil général, avec des moyens insuffisants, voire inadaptés pour venir en aide aux jeunes en souffrance. Depuis début 2016, la CTG gère cette compétence. De rapports en séminaire, une impression s'impose, beaucoup de discours sur la protection de l'enfance, mais trop peu d'avancées sur le terrain. Alors, sachez que l'élu délégué à la petite enfance à la CTG, Audrey Marie, a une autre analyse de la situation. Elle dit que tout est mis en œuvre pour trouver des solutions, alors que vous dites qu'il y a urgence. J'ai envie de lui répondre sans polémique
si tout est mis en œuvre, on devrait avoir sur le terrain des résultats. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces résultats-là. Nous vous rappelons que nous sommes aussi mobilisés auprès des assistantes familiales, qui sont des professionnels qui œuvrent en tout cas aux côtés de ces enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, et qu'aujourd'hui, au fait, ces agents sont traités pas à la mesure, en tout cas, des fonctions qu'elles occupent, qui, je le rappelle, c'est une fonction assez noble d'accueillir chez soi donc des enfants qui sont confiés donc, par l'aide sociale à l'enfance et qu'on doit accompagner jour et nuit. Mais Mme Simonet, c'est mon confrère Laurent disait ça, dans son reportage, oui, la gravité de la situation. Pourquoi c'est aussi grave? Parce qu'il y a longtemps que ça dure. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça devienne aussi grave? C'est une situation récurrente. Moi, l'observation que je pourrais faire, en tout cas, c'est de dire que nous n'avons pas pu, en tout cas, prendre à bras le corps, en tout cas, les politiques qui se sont succédées n'ont pas encore pu prendre à bras le corps. Vous ne mettez pas dedans quand vous dites nous? Vous n'êtes pas dedans? C'est uniquement les politiques? Quand je dis nous, au fait, il faut savoir que moi, auparavant, je n'étais pas au Conseil général. Donc, je viens d'une agence départementale qui a été ensuite, par la loi de décentralisation du RSA, ramenée au département. Donc, je suis jeune à la collectivité. Donc, puisque nous avons intégré la collectivité en 2012. Donc, ces difficultés-là, donc, depuis que je suis élue à la tête de l'UTG-CTG, donc je les reçois tous les jours. Donc, la raison pour laquelle on réagit, parce que auparavant, en tout cas, nous n'avons pas ces données-là. Vous parliez des assistantes familiales, les familles d'accueil pour le grand public. L'équipe actuelle qui est à la CTG nous dit qu'il y a eu quand même 33 familles d'accueil de plus en 2 ans. Mais pour vous, c'est insuffisant encore? C'est pas le nombre d'assistantes familiales, en tout cas sur les points qui sont divergents en tout cas avec la CTG, c'est l'accompagnement même de ces familles-là, la prise en charge même de ces familles qui accueillent les enfants confiés. Quand je dis ça, au fait, autour de l'enfant et autour de la prise en charge de l'enfant, il faut une équipe pluridisciplinaire. Donc aussi bien des assistantes socio-éducatifs, des professionnels, des psychologues, aussi les assistantes familiales. Et tout ça, donc tout ce personnel doit graviter autour du projet éducatif des enfants. Et nous, ce qu'on dénonce, en tout cas, pour l'accompagnement de ces assistantes familiales, c'est qu'il n'y ait pas, en tout cas, d'accompagnement. Donc, les enfants sont confiés et laissés donc, dans ces familles-là qui doivent se débrouiller donc, avec leur technicité. Alors, toujours dans l'actualité sociale, depuis lundi dernier, les chauffeurs de la Régie des transports exercent leur droit de retrait. Du coup, pas de rotation de bus par cette action. Les chauffeurs syndiqués à la CDTG et à Force ouvrière souhaitent dénoncer leurs conditions de travail. Alors, je vous pose la question de go, Madame Simona. Comment expliquer l'absence de votre syndicat dans ce mouvement? Alors moi, par rapport aux observations que je peux faire, donc s'il y a véritablement un problème, il faudrait peut-être que l'administration du RCT se mette à l'écoute de ces agents-là pour essayer d'apporter en tout cas des solutions pérennes pour que les citoyens ne soient pas pénalisés au fait par ces arrêts. Mais vous n'avez pas répondu à la question, hein? À la question, oui, je la poserai aux collègues, aux camarades du RCT-UTG. Donc, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ce n'est pas dû à d'anciens syndiqués de l'UTG qui sont mis dans la CDTG et qui sont... Je ne pourrais vous répondre à cette question-là. Moi, je sais qu'il y a aujourd'hui nouvellement un bureau élu au RCT-UTG. Donc, charge à eux, en tout cas, de prendre à bras-le-corps les difficultés. Quand les difficultés... Mais vous trouvez normal qu'à chaque fois, l'usager est pris en otage parce que c'est récurrent, ces grèves. Voilà. Une fois, c'est l'UTG, une fois, c'est notre section. Et puis, il n'y a pas de service. Vous parliez minimum. de dialogue social aussi au sein de l'entreprise. De dialogue social, il y a... À la RCT, mais c'est ce que je vous ai dit, en tout cas, quand je parle de dialogue social. Il faut véritablement qu'il y ait 2 personnes pour dialoguer. Le dialogue ne se fait pas seul. Donc, il faut que l'administration aussi soit là, vent debout, pour essayer d'endiguer, en tout cas, ce phénomène qui est récurrent. Mais l'usager dans tout ça... Nous, en tout cas, les syndicats, nous sommes là aussi pour faire entendre ce qui ne va pas dans l'entreprise et les conditions de travail. On ne peut pas aussi demander à des personnes qui sont dans des conditions de danger de faire le travail pour... Le service public doit être rendu
mais dans de bonnes conditions. Mais madame, comment demander à des enfants, on est en train de lutter pour les enfants, les jeunes, et leur demander de se lever plus tôt, et puis il n'y a pas de bus, et puis il faut qu'ils prennent à pied à l'école. Vous imaginez un peu le stress de ces enfants quand ils arrivent à l'école, et puis maintenant on parle encore d'enfants, il faut que les enfants, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais en même temps, j'ai envie de vous répondre que charge aux exécutifs aussi de mettre les conditions pour que ça ne se produise pas, et pas à charge aux agents en tout cas de trouver des solutions, ou sinon d'être en danger et faire face à ça. Oui, Laurent Marot. Juste une question plus d'ordre syndical. Oui. Vous avez repris les rênes de l'UTG à la CTG. Ça fait maintenant plus d'un an. Hein. C'était septembre 2016. Est-ce que vous avez pensé une fois au poste de secrétaire général de l'UTG ? Non, déjà, j'ai pas repris... Qui a été pris par Jean-Marc Chemin, début 2010. Qui succédait quand même à une personnalité forte qui était M. Albert Darnal. Parce qu'on n'entend pas trop Chemin. Hein. Donc, non, je n'ai pas pris les rênes de l'UTG-CTG, puisque l'UTG-CTG n'existait pas, c'était l'UTG Conseil Général. Donc je suis la première secrétaire générale de l'UTG-CTG. Et donc, déjà, pour prendre cette responsabilité-là, donc en tant que mère de famille, en tant que professionnel du social, où il y a un grand manque, il faut y réfléchir. Est-ce qu'on vous a sollicité ? Non, je n'ai pas été sollicitée. Et votre nom je suis pas encore... Patricia Simona. Comment ? Votre nom circulaire en tant que ils première ont secrétaire fait générale. circuler mon nom, mais mon nom ne circulait pas à l'UTG. En tout cas, Patricia Simona ne s'est jamais positionnée en tant que telle pour devenir secrétaire générale de la centrale UTG. La responsabilité qui m'incombe aujourd'hui, elle est assez large et vaste, donc je ne pourrais pas en tout cas me Vous avez pris goût, vous avez pris goût en tout cas à cette responsabilité importante on ne prend pas goût, c'est sans cesse au quotidien au fait que le travail. Mais vous aimez ça quand même, madame J'aime la justice Bonnard. Sociale. D'accord. Je ne suis pas travailleur social pour rien. Donc, aller vers ce métier-là, il faut aimer, en tout cas, partager. On peut dire que vous êtes la prochaine secrétaire générale de l'UTG. Non, je ne suis pas la prochaine secrétaire générale de la centrale UTG. Alors, des bus à l'arrêt et des avions qui ne pourront plus atterrir, voire décoller de l'aéroport de Félix Éboué d'ici une semaine, de 22h à 8h du matin, à cause d'un manque de contrôleurs aériens. Selon les syndicats aiguilleurs du ciel, leurs normes seraient insuffisantes. Des conséquences pourraient être lourdes pour certaines compagnies aériennes qui ont alerté les pouvoirs publics et les élus. Alors, messieurs et dames, peut-on parler d'aberration ? Car effectivement, on entend quelques élus réagir. Le député Cervela réagit, ainsi que le sénateur Karam. Thierry, oui. On marche sur la tête. Franchement, dans cette situation, on marche sur la tête. Ah bon? À chaque fois, les élus interviennent toujours après. On prend une décision et puis après, il y a des communiqués des élus qui arrivent. Mais c'est quoi cette histoire? On est dans un département où il y a une collectivité, il y a des élus. On prend une décision et puis après, il faut que les élus disent oui, il faut qu'on voit le gouvernement, mais on marche sur la tête. Que vous inspire cette situation? Comme observation, en fait, par rapport, pour répondre un petit peu, puisqu'on est toujours dans la construction, en tout cas, je me positionne comme tel. Il faudrait peut-être penser à la formation, puisque là, ça nous met face à la politique même de la formation sur le territoire. Quand nous nous indignons du manque de professionnels sanitaires, là, c'est du domaine de l'aviation civile, il faudrait peut-être penser à la politique de la formation et mettre en place des concours délocalisés qui permettront de former, en tout cas, des Guyanais qui reviendront travailler chez eux. Donc, il y a probablement également un manque de reconnaissance du service d'aviation civile, de la tour de contrôle de l'aéroport de Félix Éboué. Sa position stratégique en Amérique du Sud, tout ça. Visiblement, d'après les syndicats, il y a un problème de reconnaissance au bon niveau de l'aéroport Félix Éboué au niveau aviation civile, ce qui laisserait une marge de manœuvre plus importante pour le recrutement, pour des primes, pour attirer des gens, pour la formation locale probablement. Donc c'est vraiment aussi un problème structurel derrière, puisqu'on rappelle que cette tour de contrôle surveille aussi le trafic de nuit dans l'Atlantique Sud, donc que c'est aussi un rôle important pour la France. Et les conséquences pour certaines compagnies aériennes, on pense à la Suriname Airways qui risque de fermer, car la plupart des voyages s'effectuent la nuit. On se demande aussi, est-ce que ce n'est pas une sanction pour essayer d'écarter Suriname Airways? Vous pensez qu'il y a mais il y a des choses qui se disent. Mais moi, je suis clair, le problème,
le jour qu'on a inauguré la tour de contrôle, la nouvelle tour de contrôle, il y a eu le président, les grands sont venus ici avec des discours disant que oui, tout allait bien. On a l'impression que tout allait bien. Et subitement, 6 mois après, ça va pas. Je te dis, on m'a sous la tête. Alors, s'il y a un débat qui anime depuis une bonne semaine la communauté international, mais aussi supranational et aussi local. C'est bien celui autour d'images de CNN montrant donc des esclaves en Libye. Écoutons Serge Billet et on en discute juste après. 400. C'est l'histoire qui se répète. Dans la banlieue de Tripoli, des migrants africains sont vendus comme du bétail la nuit sur un marché aux esclaves. 400. 500. Les images ont fait le tour du monde et rappelé par ici de bien mauvais souvenirs. 600, 700. Very quickly, it's over. Sur les réseaux sociaux, l'indignation est mondiale. Madame Simonard, les images choquent qui vous interpellent. On ne peut que s'indigner face à cette barbarie. Mais ce que je dirais en tout cas pour citer Malcolm X, quand l'homme noir respectera l'homme noir, personne ne marchera sur l'homme noir. C'est tout ce que j'ai en tout cas en observation à dire. Il faut que véritablement que les solutions soient trouvées par nous. Pourquoi ces ressortissants africains sont obligés de quitter leur pays pour aller dans d'autres pays? Il faut traiter le phénomène à la base. Et encore dans ces pays-là, ce sont quand même des dirigeants qui sont des concitoyens africains. Donc il faut se poser la question. Patrick, Laurent, écoutez, ça glace le sang et on peut aussi rappeler qu'en Mauritanie, la pratique de l'esclavage est encore pratiquée, qui n'est pas si loin de la Libye. Donc effectivement, il y a des progrès là, en matière de pression internationale, j'imagine, à effectuer. Et on peut aussi rappeler, alors évidemment, ce n'est pas en tant que tel de l'esclavage, mais qu'au Brésil, il y a cette notion de travail forcé dans beaucoup de fazendas, dans le nord du Brésil notamment, où des gens, par un système d'endettement très pervers, sont maintenus sur des exploitations agricoles à vie. Et que chaque année, le ministère fédéral du Travail libère des gens aussi au Brésil qui sont plus de notion de travail forcé. Est-ce que c'est une mise à l'écart carrément de la loi Taubira de 2001 qui condamne l'esclavage comme crime contre l'humanité? Parce qu'en voyant ces images-là, on se dit que... On peut se demander, est-ce que les gens qui font ça connaissent la loi Taubira? On peut se dire, ces gens-là, ils sont... Excuse-moi, ils s'en foutent pratiquement de cette loi Taubira. On parle d'hypocrisie. C'est une hypocrisie. L'Europe n'était pas au courant de ce qui se passait. On découvre effectivement des réactions alors qu'on sait pertinemment que depuis des années que ça existe. Qu'ils donneront à ces pays d'Afrique leur vraie autonomie. Exactement. Parce que il y a toute cette Europe qui vient et qui prend, et puis c'est eux qui dirigent. On a l'impression que c'est les présidents africains qui dirigent, c'est pas eux qui dirigent, c'est les gens qui viennent d'Europe, qui viennent et puis qui dirigent ces pays. Le jour qui donneront leur autonomie à ces pays-là, et que ces pays-là, en tant que responsables, prendront leurs responsabilités aussi, eh bien, il n'y aura plus ça, c'est fini. Alors, dimanche dernier, Laurent, des Brésiliens ont ouvert le feu sur des patrouilles, là on revient en Guyane, de militaires et gendarmes, réplique des forces de l'ordre, 2 morts parmi les clandestins. L'orpaillage illégal est quant à lui bien vivant quand même. Bien oui, alors c'est un regain de tension très inquiétant sur notre territoire. Les 2 morts, donc Garimperos de dimanche, suite à cette fusillade. Mardi, c'est France Guyane qui l'a publié, d'ailleurs 2 clandestins blessés par balle sur Linini, dans la même zone, après qu'une pirogue de clandestins ait ouvert le feu sur les gendarmes. Et puis le 27 octobre, un clandestin qui a eu les mains arrachées dans l'explosion d'un puits par les autorités à Maripasoula. Et puis le 6 octobre, sur la Mana, une ouverture de feu, là aussi, sur les gendarmes et les militaires par des garimperos, et réplique des forces de l'ordre, un clandestin est blessé. Alors, cette recrudescence, ce regain de tension pose évidemment la question de cette occupation territoriale qui continue de la part des garimperos. Des progrès ont été faits dans la lutte, passant de 500 chantiers en 2014 à 200 fin 2016, mais il y a une recrudescence de ces chantiers, un pic historique, notamment à Maripasoula et dans le parc amazonien. Les chantiers se déplacent surtout, Laurent. Voilà, et ça souligne aussi l'insuffisance des effectifs des forces de l'ordre pour tenir le terrain. Quel est votre regard sur cet orpaillage illégal ? À un moment, on avait pensé à mettre des Legos, en tout cas, sur les territoires. Pourquoi pas sur les sites d'orpaillage. Voilà, pourquoi pas, en tout cas, aller vers ça. Et puis,
plus de moyens, en tout cas humains, pour contrôler en tout cas ces territoires. Alors l'occupation des légaux le remplacement des illégaux par les légaux atteint ses limites quand il n'y a pas de protection pour les légaux, qui eux-mêmes sont parfois laissés, seuls dans des zones où il y a beaucoup de chantiers clandestins. Ça pose des problèmes de sécurité notamment. C'est les deux en même temps, la sécurité et puis les légaux. Voilà, pour les ravitailler, il faut automatiquement l'hélicoptère. Si l'hélicoptère est en panne, ils ne sont pas ravitaillés. Il y a tout un problème. Ça laisse un peu se mordre la queue. Alors, nous allons revenir sur cette affaire, car une conférence de presse a eu lieu donc, hier, vendredi, par le procureur. Nous reviendrons sur cette affaire samedi prochain, lors du prochain Club Hebdo. Autre image forte cette semaine, celle d'un arbitre de basket agressé par un joueur de l'ASC Tours lors d'un match de championnat. C'était samedi dernier, une image qui a fait le tour des réseaux et des médias et qui a, semble-t-il, interpellé beaucoup de personnes, et vous aussi, Madame Simonard. Oui, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut plus qu'il y ait ces images-là dans le sport. Le sport, normalement, on doit prôner les valeurs de respect, de cohésion. Donc, il ne faudrait plus que cela se reproduise. Donc, de toute façon, je ne vais pas polémiquer plus que ça. Il s'en est excusé, donc j'espère qu'il prendra les responsabilités de son geste. Il s'en est excusé, d'accord, mais bon, c'est vrai qu'il a pété un plomb. Oui. Et moi, je pense que la Ligue a une grosse responsabilité aussi dans tout ça aussi. Il faut que... Quelle responsabilité Non, parce que... C'est pas la Ligue qui forme des gens qui agressent des arbitres, hein? C'est sûr, mais est-ce que... Parce que le même joueur avait déjà été avait copé de 3 ans de suspension en 2009. Oui, mais est-ce que dans les sanctions, parce que là, on a vu ça parce que l'arbitre est tombé, l'arbitre était au sol, mais il y a des sanctions... Et qu'il y avait surtout les caméras et les images. Il y a des choses qu'on ne voit pas, et puis personne n'est au courant. Alors, quand ça se passe, pourquoi ils ne communiquent pas tout de suite dessus? Il y a ça pour qu'on puisse... Oui, mais Mme Darnal a communiqué rapidement. Rapidement, oui. Des sanctions vont être prises cette semaine et il risque... Je parle antérieur à tout ça, il y a des rencontres où il y a des agressions, et même verbaux. Et ça donne bien. Et puis se pose aussi le problème de bénévolat, car cet arbitre, apparemment, M. Létard, avait arbitré 2 matchs d'affilée, il était seul, donc ça, il s'agit d'un autre problème. Mais reste que, effectivement, ces images choquent, des jeunes voient ça et cela peut... Oui, alors ça pose la question évidemment de la protection des arbitres, mais vous le disiez aussi, ce sont des bénévoles qui sont souvent très pris, qui font cet effort de venir pour rappeler la règle au milieu des jeunes. C'est fondamental, cette notion de régulation. Et c'est vrai que là, il faudrait plus d'arbitres, peut-être sanctuariser cette fonction d'arbitre. Et ça passe par les valeurs du sport, par l'apprentissage auprès des jeunes. Et ça pose aussi la question de tous ces bénévoles qui, chaque week-end et chaque semaine, encadrent dans tous ces clubs, font un travail de fond. Et qui, là aussi, il y a une crise du bénévolat, on le sait. Donc c'est très difficile, en plus de trouver des bénévoles. Si en plus ils se font agresser sur un terrain, on n'en sort pas. On en parle car ça arrive très rarement, parce qu'en général, les manifestations se déroulent dans de bonnes conditions. Vous êtes au contact de cette jeunesse, Madame Simonard. Je suis au contact de cette jeunesse par le biais professionnel et puis par le biais familial aussi. Comment vous la voyez évoluer en Guyane? Est-ce que vous avez des craintes? Il y a certaines craintes quand les familles, en tout cas, pensent que la société pourra tout réparer. Mais l'éducation, en fait, elle commence déjà en famille. Et donc, ensuite, la société vient, en tout cas, accompagner les parents dans le cadre de la parentalité pour essayer que ces jeunes évoluent, en tout cas, dans de bonnes conditions. Quand on regarde les rôles des tribunaux, c'est Bernard est bien placé, on voit l'âge moyen des personnes qui sont interpellées, très jeunes, ça peut commencer depuis 14 ans. 14 ans, mais c'est tellement... C'est vrai, la question de se dire, est-ce que cette jeunesse est en décalage? Je pense que non. Je pense qu'il va y avoir un sursaut. Je pense qu'il va y avoir un sursaut parce que on a atteint le fond là. On est au fond là maintenant. Si on donne pas ce coup de pied là, si on donne pas le coup de pied pour remonter là c'est vrai. Mais je pense qu'il y aura le coup de pied pour remonter. Madame Simonard, vous qui êtes au cœur des structures de la CTG, et qui avez exercé cette fonction de conseillère économique, sociale et familiale, donc d'assistante sociale. Que je continue d'exercer. Que vous continuez d'exercer.
divorcés, pardon. Est-ce que vous sentez que la société guyanaise est au bord de la rupture, comme on a pu le sentir peut-être à l'occasion des mouvements de mars-avril? Socialement, enfin, je veux dire, avec des bombes à retardement dans les quartiers et tout, ou est-ce que c'est exagéré de parler en ces termes? Je pense que c'est pas exagéré, au fait. Il faut véritablement, au fait, qu'on prenne à bras le corps ces phénomènes-là, ces fléaux, et qu'on essaie en tout cas d'apporter des solutions. Là, il y a un manque criant à la CTG de travailleurs sociaux pour accompagner. Il y a un manque criant de ces professionnels qui peuvent en tout cas aider ces familles dans le cadre de l'accompagnement si elles ont en tout cas des difficultés là-dessus. Voilà, merci Madame Simona. On me signale que l'émission est terminée. On aurait pu encore parler de jeunesse et de petite enfance. Mais merci d'avoir accepté l'invitation du Club Hebdo. Bon week-end à vous, messieurs. Bon week-end. Et on se dit à la semaine prochaine.